J'ai le plaisir d'accueillir à côté de nous aujourd'hui Dr Philippe Boukhobza, qui est un médecin référent en médecine fœtale, spécialiste en échographie, adressé surtout à la femme, et qui est membre du Centre européen de diagnostic et exploration de la femme aux Yvelines. Et on va parler aujourd'hui d'un sujet qui est assez fréquent en Tunisie, portant sur les anémies fœtales. Et pour commencer, on va parler de diagnostic des anasarques fœtaux placentaires. Donc je vous donne la parole. Merci. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Merci aux organisateurs de leur invitation qui me permet de revenir à Tunis et de revoir mes amis. Dans cette session d'anémie, j'ai décidé de centraliser mon topo sur les anasarques non immunes et notamment sur ceux qui sont spécifiquement d'une origine anémique. L'anasarque, c'est une sorte d'hydropésie où la peau est bouffie et enflée, ça c'est la vieille définition. C'est quelque chose d'assez rare qui intervient entre une fois sur 2500 et une fois sur 4000 grossesses. Et comme je vous le disais, les anasarques non immunes représentent maintenant 85 à 90% de l'ensemble des anasarques depuis l'avènement des immunoglobulines anti-D. La définition de l'anasarque, c'est la suivante, c'est l'association d'un œdème sous-cutané, qui peut être généralisé, préfrontal ou en pèlerine, avec un épanchement d'au moins une séreuse, soit la cite, soit un épanchement péricardique, soit un épanchement de plèvre, ou l'épanchement de deux séreuses sans œdème. Au niveau du liquide amniotique, l'hydramnios, qui fait initialement partie de la définition, est assez rarement retrouvé, et on va même voir qu'un oligoamnios est plutôt un élément de mauvais pronostic dans l'anasarque. Quelques exemples au premier trimestre, où on voit bien ce fœtus complètement soufflé avec cet œdème sous-cutané très important. Au deuxième trimestre, avec cet œdème préfrontal que vous voyez là et ces épanchements au niveau péricardique, au niveau pleural, association de plusieurs épanchements et comme vous le voyez, ces épanchements peuvent être extrêmement importants et entraîner des compressions massives. Les étiologies sont extrêmement nombreuses, on dénote plus de 100 étiologies pour ces anasarques. Bien sûr, les pathologies cardiaques, qu'elles soient fonctionnelles ou malformatives, les anomalies de compression, et évidemment l'hydrothorax, toutes les tumeurs médiastinales et pulmonaires, les anémies, on va en reparler, un certain nombre de shunts, et puis tout un tas d'autres étiologies dans un espèce de fourre-tout, mais qui est extrêmement important en nombre pour les anasarques. Certaines ont des possibilités thérapeutiques plus ou moins intéressantes, parfois limitées. Certaines de ces étiologies ont un pronostic possiblement bon, j'aurais pu écrire possiblement moins mauvais que d'autres. Là, on rentre dans de la médecine fœtale un petit peu plus compliquée, donc on ne va pas parler de ça. Et puis, on va donc se centrer aujourd'hui sur les causes spécifiquement anémiques, qui représentent 6 à 27% des causes d'anasarque, en se focalisant sur les trois plus importantes, celles dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire l'hémorragie fœto-maternelle, l'alpha-thalassémie et l'infection par parvovirus. Comme pour l'adulte, l'anémie se définit par un taux d'hémoglobine bas, et c'est à Marie, en grande partie grâce à Marie, que l'on a pu définir des taux d'anémie pour le fœtus. Il a démontré que le fœtus avait un taux aux alentours de 10 grammes à 18 semaines pour arriver à 14 grammes proche du terme, et il a pu définir comme ça des taux d'hémoglobine pour des anémies légères, modérées et sévères. Les mécanismes de ces anémies sont très variés. On en note 4 grands groupes. Donc d'abord les anomalies intrinsèques du globule rouge, où on va retrouver
l'alpha-thalassémie notamment, les pertes excessives avec l'albuminisation, dont nous ne parlerons pas aujourd'hui, les pertes excessives par hémorragie et la production insuffisante. Et on retrouve dans ce tableau les trois entités dont je vais vous parler aujourd'hui, donc l'alpha-thalassémie, l'hémorragie fœto-maternelle et l'infection à parvovirus, mais vous voyez que ces mécanismes sont extrêmement variés. Les conséquences de l'anémie sont différentes selon qu'il s'agisse d'une anémie aiguë ou chronique. Dans l'anémie aiguë, s'il y a une perte de 20% du volume sanguin et puis on arrive assez vite à la mort fœtale in utero. Par contre, s'il y a une anémie chronique, il va y avoir une adaptation du fœtus avec une augmentation du débit cardiaque et une hypopoïèse extramédulaire, mais on va voir que ces deux phénomènes ont un effet pervers. Et l'anasarque ne va arriver qu'en toute fin de course et sera, je vous le redirai, le marqueur plutôt tardif d'une anémie sévère et progressive. Les taux d'anémie pour lesquels on observe un anasarque sont toujours très bas. Tous les auteurs sont d'accord là-dessus. Marie a trouvé extrêmement peu d'anémie quand le taux d'hémoglobine était supérieur à 5 grammes. Nicolaides dit qu'il faut toujours être en dessous de 7 grammes pour observer une anasarque. Mais donc vous voyez que c'est une constante, pas d'anasarque si on a un taux d'hémoglobine qui est moyen. L'anémie va entraîner trois phénomènes principaux. D'abord une diminution de l'hématocrite et donc de la viscosité, une hypoxie qui peut se compliquer d'une acidose et une érythropoïèse extramédulaire. Et on va voir par ces mécanismes, on va arriver par l'anémie, par la baisse de l'hématocrite et de la viscosité, à une augmentation du retour veineux, donc de la précharge, qui va augmenter le débit cardiaque et arriver à terme à une insuffisance cardiaque. L'hypoxie va baisser les résistances périphériques et va avoir le même effet. L'acidose, si elle est présente, va augmenter la perméabilité vasculaire. Et l'érythropoïèse va, par le biais de l'hypoprotidémie, baisser la pression oncotique et par le biais de l'hypertension portale, arriver de nouveau à une augmentation de la pression hydrostatique qui elle-même était obtenue par cette insuffisance cardiaque. Et donc, ces trois phénomènes vont se compléter pour arriver à une anasarque. Mais encore une fois, vous voyez que le chemin est plutôt long et que cette anasarque ne va arriver qu'en toute fin de course. Le diagnostic d'une origine purement anémique devant un anasarque, vous le savez, il est obtenu par la ponction de sang fœtal et la numération. C'est le gold standard, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais évidemment, c'est un geste à risque, et encore plus à risque dans ce contexte d'anasarque. Donc, quel va être notre job? Ça va être de trouver, de traquer, de collecter les éléments qui vont nous permettre de justifier cette PSF et d'arriver à ce geste de diagnostic. Ces éléments sont l'anamnèse, bien sûr, l'origine géographique est importante. Vous savez que dans l'Asie du Sud-Est, il y a une forte propension, une prévalence de l'alpha-thalassémie qui est importante, également dans le pourtour méditerranéen. Les antécédents, le contexte clinique. Y a-t-il une notion de syndrome infectieux, de contage? Est-ce qu'il y a une notion de traumatisme abdominal, par exemple? Tous ces éléments sont extrêmement importants à prendre en compte. L'échographie va permettre d'éliminer d'autres causes. Alors je m'excuse, on est passé de Keynote à PowerPoint, donc les images ne sont pas très nettes. Soit des anomalies fonctionnelles cardiaques, comme un bloc, soit des tumeurs, ici une tumeur cérébrale avec une fistule, là une autre tumeur cérébrale, soit des anomalies au niveau du thorax avec une hémacapée massive macrocystique dans ce cas-là. Là, on va pouvoir, si on a ce genre de pathologie à l'échographie, dire qu'on n'est plutôt pas dans le cadre d'une anémie spécifique. Les signes spécifiques, plus spécifiques en tout cas en échographie, eh bien, ça va être l'acide, le placenta épais, l'hépatosplénomégalie et les épanchements qui vont arriver dans cet ordre-là le plus souvent. En voilà quelques exemples. Le placenta, évidemment, n'est pas quelque chose de très spécifique. On peut observer des placentas épais dans plein d'autres cas. Voilà une hépatomégalie. Et voilà les épanchements. Et le rapport cardiothoracique qui est modifié dans ce cas-là.
Les Dopplers, un grand nombre de Dopplers ont été étudiés pour penser que l'anasarque était d'origine spécifiquement anémique. Des Dopplers au niveau de la veine ombilicale, des Dopplers au niveau du ductus, des Dopplers au niveau de l'artère splénique, mais qui sont assez compliqués à prendre. Je pense que Franck Perrotin vous en parlera peut-être après. Mais ce qui a complètement révolutionné la donne, vous le savez, c'est le Doppler de l'artère cérébrale moyenne. Et le travail de Marie au début des années 2000, qui a montré que, en ce qui concerne la vitesse maximale en systole de cette artère cérébrale moyenne, il y avait une très bonne corrélation entre cette vitesse maximale et l'état d'anémie, notamment pour les anémies sévères, avec une très bonne sensibilité, une très bonne spécificité, une très bonne valeur prédictive positive, et un taux de faux positif certes assez élevé, mais qui paraît complètement acceptable dans cette situation particulière d'anasarque, souvent dramatique. Et il a donc défini comme ça des seuils d'anémie légère, modérée ou sévère, on va en reparler, grâce à ce travail. Alors, ça passe pas très bien. Et il a pu déterminer une relation en multiple de la médiane entre cette vitesse et le taux d'anémie. On va revoir ça en détail. Quand on calcule cette vitesse en échographie, on peut la convertir en môme pour savoir si on est dans le cas d'une anémie légère, modérée ou sévère, grâce à un site. Alors, certaines machines, certains logiciels le font automatiquement. Si on n'a pas ça sur cette machine, vous connaissez ce site de périnatologie.com qui, quand vous mettez la vitesse maximale en systole, suivant un certain nombre de critères, et la gestationnelle, vous calcule les mômes, les multiples de la médiane, ici pour savoir dans quelle zone d'éventuelle anémie vous vous trouvez. Si on n'a pas accès à ce site, il y a un petit truc, une petite astuce que vous connaissez également, qui est que la vitesse maximale est à 1,5 mômes quand on est 2 fois la gestationnelle. Par exemple, à 26 semaines, on sera à 1,5 mômes si on a une vitesse de 52 cm/s. Les techniques, on va en reparler certainement dans le topo suivant, mais Marie a estimé que son outil était excellent quand on respectait un certain nombre de critères de qualité, mais pouvait être extrêmement délétère quand on ne le faisait pas. Et du coup, un petit peu comme pour la mesure de la clarté nucale au premier trimestre, il y a un certain nombre de critères à respecter que vous avez ici. Il faut qu'évidemment le fœtus soit calme, ne pas trop appuyer sur la tête du fœtus, bien localiser le polygone de Willis, avoir un Doppler couleur qui est bien réglé, être suffisamment zoomé pour savoir où est-ce qu'on va poser la fenêtre, avoir l'artère cérébrale moyenne sur une grande partie ou toute sa longueur. La fenêtre Doppler doit être réduite. On doit prendre le prélèvement à l'origine de l'artère. L'angle doit être le plus proche possible de 0 et sans correcteur d'angle, prendre au moins 6 complexes et de prendre la mesure la plus élevée sur 3 mesures correctes, un petit peu comme le principe de la clarté nucale. Et donc les points les plus importants, et j'ai entreaperçu le topo de Franck, il va évidemment mettre l'accent là-dessus, c'est vraiment de ne pas avoir de correction d'angle et d'avoir un angle le plus proche possible de l'axe du vaisseau, d'être à l'origine de l'artère et de prendre 3 mesures, et de prendre la plus élevée des 3. L'angle de tir est important parce que vous voyez que là, dans cet exemple, où on n'est pas complètement dans l'axe de l'artère cérébrale moyenne, on obtient une vitesse de 56 cm/s et 1,3 mômes. Alors que sur le même fœtus, quasiment dans le même temps, quand on tourne un petit peu la sonde autour de la tête pour être parfaitement dans l'axe de l'artère cérébrale, on passe à 1,55 mômes dans le cas d'une anémie sévère. Le lieu de prélèvement est également très important. Vous voyez la différence ici entre prélever loin de l'origine de l'artère pour obtenir une valeur qui est inférieure à 1 multiple de la médiane, pour passer à une valeur un petit peu supérieure à 1 multiple de la médiane quand on est au milieu de l'artère, et pour arriver à 1,55 mômes quand on est à l'origine de l'artère. Donc là encore, des techniques qui sont importantes à respecter pour utiliser l'outil comme il a été prévu. On a donc un anasarque, on a une très probable origine anémique de cet anasarque.
On a, comme je vous le disais, on n'est pas dans le cadre des alloimmunisations et on a une RAI qui est négative. Ça, c'était le principe de base. Qu'est-ce qui va maintenant faire qu'on va avoir, quelles sont les étiologies qu'on va trouver dans ce cas de figure? Eh bien, donc les trois dont je vous parlais, l'infection à parvovirus B19, et là, on va pouvoir dépister cette infection par une sérologie maternelle, l'alpha-thalassémie, que l'on va dépister sur une numération maternelle et une électrophorèse de l'hémoglobine, et un test de CLIOR qui va nous permettre de vérifier une éventuelle transfusion fœto-maternelle. Pour le parvovirus ou cinquième maladie chez l'enfant, vous le savez, 60% des femmes enceintes ne sont pas immunisées et on considère que 2% des femmes vont faire une primo-infection en dehors de période endémique et 10% des femmes enceintes vont faire une primo-infection dans la période endémique. Vous savez que le parvovirus fonctionne par épidémie saisonnière tous les 4-5 ans avec des durées de 4-5 mois. C'est très peu symptomatique, sauf dans certains cas où on a un érythème important. On a parfois un syndrome, un miroir chez la mère, qui elle aussi présente un certain nombre de signes d'œdème, etc. Et on estime la transmission de la mère au fœtus entre 17 et 33%. Ce qui est intéressant dans le parvovirus, c'est qu'on a une guérison spontanée qui est assez fréquente. C'est donc une infection des cellules souches érythropoïétiques. Il y a une apoptose qui entraîne donc l'anémie. Et par le biais de la protéine, une certaine protéine P, le fœtus est protégé au 3e trimestre et le risque d'infection est extrêmement faible au 3e trimestre pour le fœtus. Si l'atteinte arrive avant 20 semaines, il y a un risque d'avortement spontané dans 13% des cas. Et puis l'anasarque arrive assez tardivement dans le cas du parvovirus B19, de 2 à 4 semaines, voire plus pour certains auteurs, dans le cas de l'infection du parvovirus. L'acite est le signe le plus spécifique, même s'il n'est pas spécifique en général dans les anasarques, mais c'est le signe le plus spécifique pour évoquer une origine de parvovirus B19 et, comme je vous le disais, le diagnostic se fera sur la sérologie maternelle et éventuellement sur une PCR sur le liquide si on est amené à le faire. Voilà un exemple d'acide dans le cas d'un parvovirus. Pour l'hémorragie fœto-maternelle, vous savez qu'on trouve fréquemment du sang fœtal, mais en très petite quantité dans les grossesses, à peu près dans 50% des grossesses, mais par contre, de trouver du sang fœtal en grande quantité ne se retrouve que très rarement, à peu près dans 3 grossesses sur 1000, et qu'une fois sur 2, on n'identifie pas cette hémorragie, bien qu'elle puisse être grave, puisqu'elle entraîne une mort fœtale dans un cas sur 1000. Les circonstances favorisantes sont assez connues, c'est les traumatismes abdominaux, les contractions, les angiomes qui font des vols vasculaires, et puis il y a tout un tas d'hémorragies qui sont complètement inexpliquées, et c'est d'ailleurs la plus grande partie. Le diagnostic se fait bien sûr sur la clinique et l'anamnèse, sur le test de CLIOR. D'autres tests ont été suggérés comme la cytométrie des flux, mais c'est quelque chose de beaucoup plus cher, moins accessible en urgence et un petit peu plus compliqué. Un des petits défauts du test de CLIOR, qui reste un test extrêmement intéressant, c'est que son interprétation est parfois difficile et qu'il y a des différences au niveau des interprétations, au niveau des dosages qui sont parfois un petit peu déroutantes. Troisième étiologie, l'alpha-thalassémie, c'est uniquement l'alpha-thalassémie qui donne des anasarques. La bêta-thalassémie n'est pas impliquée. Il faut évidemment être dans un caractère homozygote. L'origine parentale prend toute son importance dans ce cas-là, puisque vous savez que pour le pourtour méditerranéen et surtout pour l'Asie du Sud-Est, il y a une très forte prévalence de cette alpha-thalassémie. Il y a, et c'est pour ça que le rapport cardiothoracique est très utilisé dans l'Asie du Sud-Est pour essayer de faire un diagnostic assez rapide, c'est qu'il y a une cardiomégalie
très importante qui est plutôt spécifique donc de l'alpha-thalassémie et un épaississement du placenta qui est moins spécifique. Le diagnostic se fait par l'électrophorèse de l'hémoglobine ou par la biologie moléculaire. Et pour l'alpha-thalassémie, on a noté que le Doppler de l'artère cérébrale moyenne était un petit peu moins prédictif que dans les autres causes d'anémie. D'autres anémies ont été mises en évidence. Blackford-Diamond, c'est une maladie génétique assez complexe, le déficit en ZSPD, xérocytose héréditaire, et certaines leucémies qui sont un petit peu plus fréquentes chez les trisomiques 21. On a donc établi qu'il y avait une origine anémique de cet anasarque, qu'a priori la cause que l'on va trouver est plutôt curable, et qu'en fonction de l'âge gestationnel, parce qu'évidemment, si on est dans cette découverte à 36 ou 37 semaines, en fonction du contexte, on sera plutôt tenté d'extraire ce fœtus. Une fois qu'on a tous ces éléments, eh bien, c'est là qu'on peut justifier la ponction de sang fœtal et la ponction de liquide amniotique. La ponction de sang fœtal, notamment pour avoir, qui doit être armée, comme l'on dit, c'est-à-dire avec la possibilité de faire une numération extemporanée. On va rechercher, bien sûr, les virus et faire un karyotype, faire une électrophorèse de l'hémoglobine et l'ensemble des dosages enzymatiques. Mais cette ponction n'arrive donc qu'en fin de course, une fois qu'on a récolté et collecté tous les éléments qui permettent de la justifier complètement. La conduite à tenir va être la surveillance échographique avec le Doppler répété de l'artère cérébrale moyenne qui sert au diagnostic et à la surveillance, jusqu'à la régression de la nasarque qui peut être assez long, notamment dans l'alpha-thalassémie, puisque la myocardite et l'augmentation de débit fait que la nasarque peut être très long à disparaître dans l'alpha-thalassémie. Pour conclure, l'anémie est donc une cause non exceptionnelle d'un nasarque non immune. La découverte, plus que le diagnostic, repose sur l'échographie qui va éliminer d'autres causes. Évidemment, le Doppler de l'artère cérébrale moyenne a complètement révolutionné le diagnostic et la surveillance. Ce Doppler va permettre d'orienter vers une origine anémique d'emblée. Le bilan maternel et fœtal doit être complet, on va le voir juste sur la plaque d'après, pour arriver à une ponction de sang fœtal sur la base de ces éléments, et cette ponction doit être armée. Les origines anémiques font plutôt partie des causes curables. Pour le bilan, je vous le rappelle, donc une échographie de référence, une échographie cardiaque, un Kleiower et les sérologies maternelles, et chez le fœtus, une amniosynthèse pour le karyotype, une PCR pour le parvovirus et pour le CMV, une ponction de sang fœtal si les éléments nous conduisent à cela, et dans certains cas, une cytologie des épanchements, et il faut savoir garder du sérum, évidemment, pour des études ultérieures. Pour la nasarque, diagnostic plutôt découverte, évidemment plutôt facile par échographie, un pronostic cependant très sombre dans la majorité des cas, certains auteurs parlent même de 90% de pronostic sombre. Ça dépend bien sûr du contexte, du terme, de la cause, si on a réussi à la mettre en évidence. Dans le cas des aneuploïdies, des anomalies morphologiques, notamment des cardiopathies, le pronostic est encore plus sombre. Et la nasarque, et c'est ça qui est vraiment, je crois, capital à noter, c'est que ça marque vraiment un tournant péjoratif dans l'évolution de la maladie. C'est une urgence de prise en charge, ça correspond toujours à une anémie sévère et progressive, et 100% des enfants qui vont naître vont avoir besoin de soins en postnatal. Je vous remercie de votre attention. Voilà les gens qui m'ont aidé à faire ce topo. J'espère que, comme ce fœtus, vous n'êtes pas trop endormi. Voilà. Et je vous rappelle le congrès du CFEF, les nouvelles journées d'échographie fœtale. Et de nouveau, comme pour les journées de printemps, nous avons décidé avec Khaled d'inviter le vainqueur de la session poster du congrès à notre congrès du mois de mai. Merci beaucoup. Je remercie Dr Philippe Bourkhobza pour la clarté de votre exposé, comme à votre habitude. Et je m'adresse à la salle. Est-ce qu'il y a des questions sur cette présentation? Si
vous avez tout compris, ça me va. Sinon, j'enchaîne par une question. Alors, vous avez parlé de l'exploration donc, de ces anémies par anasarque fœtoplacentaire. Quelle est la place de l'accord de synthèse? Vous avez parlé que sa place reste limitée quand même. Alors, on l'a commencé quand? Donc, quelle indication? Et est-ce que vous associez en même temps un geste thérapeutique? Oui, bien sûr. Tout le but est de savoir si on va pouvoir faire quelque chose pour ce fœtus et le transfuser quand on va avoir besoin de le faire, naturellement. Mais en fait, la ponction de sang fœtal est là pour confirmer le diagnostic et envisager un traitement, mais elle ne peut être faite qu'une fois qu'on a un certain nombre d'éléments, parce que c'est quand même un geste plutôt risqué, surtout dans un contexte d'anasarque, et par conséquent, ce n'est pas quelque chose qui va se prendre comme ça à la légère. Même si le pronostic étant sombre, c'est sûr que dans ce cas de figure, on aura peut-être plus de facilité à prendre des risques chez un fœtus qui est déjà dans une situation dramatique. Mais le geste quand même lui-même est risqué, et je crois qu'il ne peut se justifier que si on a un certain nombre d'éléments qui le justifient. Sinon, pour le pronostic à long terme, est-ce que vous avez une idée en fonction des éléments ographiques? Pour la majorité des auteurs, on a entre 30 et 40% de pronostics à long terme qui ne sont pas trop mauvais, d'enfants nés. Je vous remercie. Donc, question? Merci. À quel âge on peut se permettre de faire une transfusion et combien de fois on peut faire la transfusion? À quel âge gestationnel, vous voulez dire? Oui. Je crois qu'on est au moins au deuxième trimestre. Parce que si on... 26 semaines. À partir de 26 semaines, 25. Oui, je pense qu'on peut maintenant, Franck, je ne sais pas quelle est ton expérience là-dessus, mais je pense qu'on peut faire des choses maintenant un petit peu plus tôt. C'est-à-dire l'hémoglobine, on doit, c'est-à-dire le dosage exact de l'hémoglobine du bébé, du fœtus. Alors, ce qu'on peut dire pour le terme, effectivement, la limite, c'est la limite d'accessibilité au cordon ombilical, en fait. Oui. Donc, avec l'amélioration de la technologie ultrasonore, on peut maintenant commencer les transfusions à 18 semaines d'aménorrhée. Pour quelqu'un qui est expérimenté, bien sûr, parce que vous vous doutez bien que la taille de la cible à toucher avec l'aiguille est extrêmement minime et que ça pose des problèmes dextérité technique et d'expérience importantes. Et des risques de la transfusion. Mais les indications, on a tendance effectivement à attendre d'avoir une vélocimétrie de l'artère cérébrale moyenne assez déviée et même nettement supérieure à 1,5 multiple de la médiane à ces termes extrêmement précoces, hein, bien sûr. Ensuite, les chiffres d'hémoglobine, ils dépendent essentiellement de la gravité de l'anémie, en fait, et on peut dire qu'on commence à faire des transfusions en dessous de 6 ou 7 grammes d'hémoglobine pour 100 millilitres à peu près. Ce qui est le taux où on observe une anasarque, à peu près. Ce qui commence à être effectivement les taux où on peut commencer à avoir des anasarques. Et combien de fois on peut se permettre la transfusion? C'est-à-dire... Tout dépend de Tout dépend de l'étiologie de l'anémie, tout dépend de l'existence ou non de signes échographiques associés. Chaque cas est assez particulier, mais... Je crois que ce sont des situations assez rares où, justement, tous les éléments qu'on va pouvoir collecter pour l'origine de l'anémie, le contexte, l'âge gestationnel, vont nous faire prendre notre décision sur le geste, le terme auquel on va faire ce geste, etc. C'est vraiment une décision multidisciplinaire qui dépend évidemment de services extrêmement spécialisés comme celui de Franck par exemple, mais c'est pas quelque chose qui se fait comme ça à la légère. Je sais, mais il y a un risque surtout pour les alpha-thalassémies, c'est-à-dire ils ont une prédilection pour les transfusions, non? Non, je ne crois pas qu'il y ait de risque particulier pour l'alpha-thalassémie. Le problème de l'alpha-thalassémie, c'est que l'atteinte myocardite qui est prépondérante complique les choses
et qu'en plus de l'anémie, l'atteinte cardiaque va faire perdurer la Nasarc et peut fausser le tableau et peut éventuellement nous mettre sur des fausses pistes pour la ponction et pour la transfusion. Donc je crois que c'est ça qui pose problème. Merci. Merci beaucoup. Je pense que le temps nous presse un tout petit peu et on va passer à la deuxième présentation. Cette fois-ci, j'ai l'honneur de présenter M. Franck Perrotin, qui est professeur des universités, praticien hospitalier du service de gynéco-obstétrique de Tours,